Salut à tous les amis et bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisque pour une fois je ne suis pas devant ma bibliothèque mais devant le plus grand musée du monde, le Louvre. Bien évidemment je ne vais pas rester planté là et je vais profiter du fait que le Louvre m'ait contacté pour vous faire découvrir quelques grands découvreurs et quelques œuvres qu'ils ont ramenées des quatre coins du monde. Allez, c'est parti! Nous voilà à l'intérieur, il fait un peu plus chaud et pour cause, nous sommes au cœur du département des Antiquités orientales, un des 8 départements du Louvre, dans lequel se trouvent des objets du Moyen-Orient, du Néolithique jusqu'à la conquête islamique. On présente ici toutes les grandes civilisations de cette région du monde et on y trouve énormément de choses comme des sarcophages phéniciens, des portraits de Palmyre ou encore cette très vieille statue de plâtre qui date de 9000 ans. La plus célèbre des œuvres exposées est sans aucun doute le Code d'Hammurabi dont j'ai parlé à plusieurs reprises lors de précédents épisodes. Une vieille stèle noire sur laquelle est gravé un des plus vieux textes juridiques jamais retrouvés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est un certain Paul-Émile Botta, un voyageur du 19e siècle qui a ramené des œuvres intéressantes pour nos beaux yeux, mais pas que. Botta, c'est un touche-à-tout, un mec qui aime explorer, trouver, comprendre. À 24 ans, il embarque comme chirurgien sur un navire et s'initie à l'histoire naturelle et à la linguistique. Il publie plusieurs ouvrages avant de se rendre en Égypte sous l'invitation de Muhammad Ali, le vice-roi du pays, pas le boxeur. Il s'intéresse alors à l'archéologie et il commence une carrière de consul pour le compte de l'État français à Mossoul où le roi Louis-Philippe crée un poste spécialement pour lui. Fin connaisseur de la Bible, Paul-Émile Botta se lance alors dans la recherche de la célèbre ville antique de Ninive. Pour lui, c'est également l'occasion de trouver la trace d'une des plus anciennes civilisations de la région, les Assyriens. Quand il arrive à Mossoul, il décide de fouiller les collines avoisinantes, mais n'y trouve absolument rien. Ce qui est quand même un petit peu dommage, puisqu'en fait il était au bon endroit et qu'il fallait juste qu'il creuse un peu plus profond. Du coup, il part à 15 km de là pour entreprendre d'autres fouilles. Et là, il découvre une cité énorme qui abrite un magnifique palais, et il est persuadé d'avoir trouvé les restes de la fabuleuse ville de Ninive. Il se trompe encore une fois, puisqu'en fait ce qu'il vient de découvrir, c'est la cité de Dur-Sharrukin, construite par le roi assyrien Sargon II, qui décide d'en faire la nouvelle capitale de son royaume en 707 avant notre ère. Cette capitale, le roi assyrien n'en profite malheureusement pas très longtemps, puisqu'il meurt 5 ans après la construction de son palais, et que son fils, considérant que Dur-Sharrukin est maudite, la laisse à l'abandon. Ce bijou d'architecture, construit en plein milieu du désert et bénéficiant de son propre aqueduc qui permettait un approvisionnement en eau, est donc progressivement oublié et disparaît pendant des centaines d'années jusqu'à ce que Paul-Émile Botta la retrouve en 1843. Pendant des années, il étudie le site et avec l'aide d'Eugène Flandin, un peintre détaché par l'administration française, il fait des relevés systématiques des incroyables reliefs qui ornent les murs du palais. Il reproduit notamment tous les textes cunéiformes qui ornent ces reliefs, et bien qu'on ne les comprenne pas à cette époque, cela permet à la communauté scientifique de bénéficier d'un énorme corpus de textes pour étudier la langue. Aujourd'hui, au Louvre, on peut voir plusieurs œuvres que Botta a ramenées de son expédition, notamment ses orthostates derrière moi. Ces dalles en pierre, à l'origine totalement nues, servaient à soutenir les murs en briques des palais mésopotamiens et syriens, et progressivement, elles ont été décorées avec ces sublimes reliefs. Les fameux taureaux androcéphales ailés représentent des génies bénéfiques qui protègent le roi et la population. Ils ont des cornes et une grosse barbe bien fournie qui sont des attributs caractéristiques des êtres divins. Ce qui est drôle avec ce relief, c'est qu'il faisait l'angle d'un mur et que les artistes de l'époque ont absolument tout fait pour que l'œuvre puisse être visible non seulement de profil, mais aussi de face. Si on regarde le taureau de face, on voit ses deux jambes. Si on le regarde de profil, on en voit 4. Du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui est étrange là-dedans? Eh bien, pour arriver à représenter toutes les jambes des taureaux sur ces deux plans, ils ont dû en rajouter une 5e. Autre grande œuvre ramenée par Botta au musée du Louvre, la frise du transport du bois. Ce relief représente le transport du bois de cèdre du Liban au pays assyrien et ça c'est juste énorme. Ces bois de cèdre dans l'Antiquité sont les seuls qui permettent de faire de grosses poutres pour maintenir les toits des ouvrages mésopotamiens absolument colossaux. Sur le relief, on voit des hommes qui transportent avec des cordages les troncs qui sont traînés sur le sol et qui remontent par flottage sur la mer. Ils sont accompagnés de génies bénéfiques qui surveillent le transport. Une fois arrivés, les bois sont déchargés et on les amène par la montagne jusqu'au pays assyrien. Le relief est donc très riche en informations puisqu'on aborde le transport à l'époque ainsi que le commerce, l'architecture, etc. L'histoire est magnifique et on aurait pu rester sur une note positive. Mais non. En 1848, quand Paul-Émile Botta est muté, c'est Victor Place qui prend sa place à Mossoul. Il reprend les fouilles et il est assisté d'un peintre, Félix Thomas, et d'un photographe, Gabriel Tranchard, qui est le premier à utiliser la photographie pour le besoin scientifique de la fouille archéologique. Malheureusement, les découvertes faites par Victor Place sombrent au fond de l'eau quand les Bédouins attaquent son convoi sur l'Euphrate. Les reliefs étant très sensibles à l'eau, il lui est alors impossible de les reprendre et aujourd'hui, il ne doit plus rester grand-chose de ses œuvres. Il perd donc tout ce qu'il avait découvert, mais les photographies prises lors de ces fouilles restent le souvenir le plus précieux qui nous a été transmis de cette période.
Nous voici maintenant dans le département des antiquités grecques, un des premiers départements à avoir été créé pour le musée du Louvre. Quand à la Révolution on décide de créer un musée public, certaines peintures et anti-grecques sont déjà sur les lieux depuis assez longtemps, puisque les rois les collectionnaient déjà. Depuis François Ier, cela leur permettait de créer une espèce de lien avec leurs racines, mais surtout de montrer leur pouvoir en exhibant toutes ces œuvres qu'il était assez difficile de rassembler. C'est ces collections royales qui ont été saisies à la Révolution, et ça a été le début des collections du Louvre. Ici, c'est le célèbre archéologue du 19e siècle, Olivier Rayet, qui nous intéresse. Un homme à la formation ultra-béton et qui a passé énormément de temps sur le terrain, notamment en Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'est après avoir notamment travaillé sur l'histoire du fleuve Euphrate qu'il rejoint son ancien professeur, Ernest Desjardins, et officie en Hongrie, en Serbie, en Albanie et finalement en Grèce. C'est à cette époque qu'il rencontre les frères Rothschild, de la célèbre famille de banquiers, qui décident de l'aider en finançant ses recherches. Il décide de fouiller plusieurs sites, dont celui de la cité de Milet et de son sanctuaire voisin d'Idyme, où il découvre le temple d'Apollon Delphinios, un des lieux les plus importants de la Grèce antique. Non seulement le temple est un lieu où l'on consulte les oracles, où on va pour prendre des décisions politiques, pour prendre la mer et fonder des comptoirs coloniaux, mais la ville de Didyme, où se situe le temple, est un des lieux de passage très fréquentés par les nombreuses colonies de la mer Noire. Tout ça en fait un lieu exceptionnel, et c'est peut-être pour ça que le temple d'Apollon Delphinios est absolument énorme, beaucoup plus grand que la plupart des autres bâtiments grecs de l'époque. Olivier Rayet va également fouiller le cœur de la cité de Milet, qui jouissait à l'époque d'une très grande réputation, notamment pour son magnifique port. Seulement voilà, en 1873, quand l'archéologue arrive à Milet, ça ne ressemble plus à grand chose, et c'est principalement des marécages qui lui font face. Après des investigations difficiles, il découvre le théâtre de Milet, un magnifique théâtre fortement influencé par la culture grecque. Mais alors le camarade Rayet, qu'est-ce qu'il nous ramène au Louvre? Tout d'abord, un bon nombre d'objets qu'il a pu acheter durant ses voyages, et ça n'est absolument pas anodin, puisque ça a permis aux Européens de mieux étudier ces civilisations. Du temple d'Apollon Delphinios, il donne au musée ces chapiteaux derrière moi où figurent des griffons animaux liés à Apollon. Ces créatures, mi-lion, mi-aigle, sont là pour le protéger. Ensuite, toujours avec l'aide des Rothschild, il offre d'autres chapiteaux avec des sortes de femmes fleurs probablement liées à des notions de fertilité, mais on ne sait pas vraiment qui elles sont. Du théâtre de Milet, il ramène plusieurs œuvres étonnantes comme les cariatides du théâtre qui sont de grandes colonnes qui représentent des femmes, probablement des muses, qui soutenaient le plafond de l'édifice. Le Louvre accueille également le décor du mur de Seine qui correspond surtout à la période romaine, et le très célèbre torse de Milet qui date du 5e siècle avant notre ère mais qui aurait pu être racheté par un mécène romain pour décorer le théâtre par la suite. Ce torse, on soupçonne que ça puisse être celui d'Apollon, mais on n'en est pas sûr puisqu'on n'a pas la tête, les bras, les attributs divins. En somme, on va dire qu'on ne sait pas. Ce qu'il est assez marrant de se dire, c'est que des ouvrages comme le temple d'Apollon Delphinios ou le théâtre de Milet, ce sont des ouvrages absolument monumentaux qu'il a été assez difficile d'accueillir dans cette partie du Louvre, qui est certes grande, mais pas autant qu'eux. Si nous venons d'un des départements les plus anciens du Louvre, nous voici dans un des plus récents. Le département des arts de l'islam n'a été créé qu'en 2003 et regroupe tout un tas d'objets du monde islamique du 7e siècle à nos jours, qui étaient souvent présents dans d'autres collections du musée. Égypte, Iran, Turquie, Inde, autant de territoires dominés par des pouvoirs arabes, turcs ou encore persans qui sont représentés ici, et d'objets de luxe qui témoignent de la vie des élites dans les grandes villes de ces pays. On redécouvre donc beaucoup d'objets en céramique et en métal, de l'art du livre, des reliures en cuir et en papier mâché, quelques pages illustrées de livres, des calligraphies, etc. Un des objets phares de la collection est sans doute la pyxide d'Al-Murira, une boîte taillée dans une seule défense d'éléphant avec un décor mystérieux sculpté très profond, représentant des animaux qui attaquent d'autres animaux et des personnes dans des situations très diverses. Certains pensent que cette iconographie peu commune semble faire écho à l'histoire de la dynastie du Jeune Prince pour laquelle elle a été commandée, afin de l'inciter à se jeter dans la lutte pour le pouvoir face au parti des autres héritiers. Ce véritable chef-d'œuvre de l'art de l'islam est très célèbre, car au-delà de la finesse du travail sculpté, une inscription donne sa date de création, en 968, et le nom du fameux prince pour lequel il a été créé. Parmi ces amoureux de l'art de l'islam qui ont parcouru cette région pour ramener ces fabuleux trésors, on peut citer Eustache de Loret, le conservateur des antiquités en Syrie durant la première partie du XXe siècle. Cependant, on ne connaît presque rien de cet homme assez mystérieux, ni son parcours universitaire, ni sa date de naissance, ni même sa date de mort. Ce qui est quand même assez étrange pour un des plus grands découvreurs de l'art de l'islam. Cette découverte, il l'a fait en 1926, alors qu'il devait superviser la restauration de la grande mosquée des Omeyyades de Damas,
détruite à la fin du 19e siècle par un incendie. Mais avant de vous dire ce qu'il a trouvé, il est peut-être intéressant de revenir sur l'histoire de l'édifice. La mosquée est construite entre 705 et 715 sous la dynastie des Omeyyades, première grande dynastie de l'islam, qui achève à cette époque d'unifier l'Empire et de l'arabiser. Les Omeyyades, qui arrivent après les 4 premiers califes en 661, déplacent la capitale qui était à Médine et la mettent à Damas. Pour affirmer la puissance de leur religion, ils érigent cette mosquée au centre de la ville, dans un espace qui était occupé par un temple païen, puis par la basilique chrétienne de Saint-Jean-Baptiste. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'ils n'ont pas chassé les chrétiens de la basilique. Ils l'ont racheté pour bâtir la mosquée et ont gardé la tête de Saint-Jean-Baptiste, relique importante de la basilique, au sein de la mosquée. De cette façon, ils voulaient s'inscrire dans la continuité des autres religions. Quand Eustache de Loret restaure cette mosquée près de 1200 ans plus tard, il gratte la façade extérieure recouverte d'un épais enduit blanc et découvre en dessous des mosaïques qui recouvraient à l'origine le portail. Des motifs incroyables représentant pour certains le pouvoir des Omeyyades à travers l'Empire, et pour d'autres le paradis. Composés de tesselles à fond d'or, les mosaïques sont dans un état remarquable et bien évidemment pour se passionner, il est impensable de les découper pour les envoyer en France. Il fait alors appel à 3 artistes syriens pour exécuter un relevé à l'échelle réelle, tesselle par tesselle, des décors de la mosaïque. Des échafaudages sont montés pour permettre d'effectuer plus efficacement les relevés, qui sont faits feuille par feuille puis assemblés pour aboutir à des reproductions de près de 4 mètres de hauteur. C'est ces reproductions qui ont été ramenées au Louvre puis oubliées pendant des années dans les réserves avant d'être redécouvertes il y a 16 ans à peine. Aujourd'hui, les œuvres sont préservées dans ces mêmes réserves pour éviter que la lumière du jour ne vienne détériorer ces magnifiques couleurs qu'ont retranscrites les artistes avec de l'aquarelle et de l'or. Pour la dernière partie de cet épisode un peu particulier, j'ai décidé de traîner mes basques du côté d'un département dont l'histoire est assez fortement liée à celle du découvreur dont nous allons parler. Le département des antiquités égyptiennes et Jean-François Champollion. Spécialiste des langues, Champollion apprend très jeune beaucoup de langages, notamment le copte qui se rapproche du vieil égyptien. Son frère l'aide énormément au cours de sa carrière pour lui permettre de réaliser ses ambitions, en lui payant notamment école, gîte et couvert. Professeur à 17 ans à l'université de Grenoble, il s'intéresse très tôt à l'Égypte et plus particulièrement aux mystérieux hiéroglyphes. Pendant ce temps-là, la pierre de Rosette, une stèle gravée, est trouvée par l'armée de Bonaparte et les savants français prennent le temps d'en faire des estampages avant que l'Angleterre ne la prenne comme butin de guerre. Champollion met alors la main sur un de ces estampages et tente de le traduire avec l'aide d'autres documents. En 1822, âgé d'une trentaine d'années à peine, il comprend que les hiéroglyphes ne sont ni des caractères alphabétiques, ni des pictogrammes, mais un mélange des deux. C'est cette approche novatrice qui lui permet de réussir là où tant d'autres ont échoué, de déchiffrer la pierre de Rosette et surtout d'acquérir une très grande renommée. Cela fait déjà une trentaine d'années que le Louvre expose en tant que musée quand Champollion tente de convaincre le roi Louis XVIII d'acheter des collections d'antiquités égyptiennes pour les exposer au Louvre et continuer ses recherches. Mais cela représente des sommes trop importantes et le roi refuse. De nature assez tenace, le linguiste décide de retenter la chose à la mort de Louis XVIII avec le nouveau souverain de l'État, Charles X. Et cette fois, ses efforts s'avèrent payants. En 1826, une nouvelle collection d'antiquités est acquise par ce même Charles X, qui profite de l'occasion pour nommer Champollion conservateur du tout nouveau département des antiquités égyptiennes qui venait d'être créé. Une nomination qui cause quelques remous parmi la communauté scientifique, qui s'offusque qu'un jeune homme comme lui puisse prendre la direction d'un département si prestigieux. À la tête d'une collection de plus de 9000 objets, Champollion prend tout de suite à contre-pied les habitudes du musée, où les œuvres étaient souvent entassées sans ordre et sans aucune classification méthodique. Il trie, il sélectionne et il présente les œuvres pour apporter une certaine cohérence dans la visite, rédigeant même un petit fascicule pour accueillir le visiteur et lui permettre de mieux comprendre les œuvres qu'il observe. Il a quand même la classe, ce monsieur, hein. En 1828, il part étonnamment pour la première et dernière fois en Égypte sur le terrain pour une période de 18 mois. Il en ramène une collection d'objets très restreinte, une centaine seulement, mais de très grande qualité. Parmi ces objets, un relief, celui de la déesse Hathor et du roi Séti Ier, découvert dans la vallée des rois. Sur ce relief, on voit la déesse, souvent représentée avec une tête de vache, sous des traits humains qui donnent à Séti Ier un collier de ménates, symbole de renaissance. Les couleurs sont extraordinaires car les conditions de conservation ont été idéales pendant ces milliers d'années. Une autre curiosité que nous a ramené Champollion de son voyage en Égypte, c'est la statuette en bronze de Karo Mama, une divine adoratrice d'Amon. Ces divines adoratrices, elles apparaissent vers l'an 1000 avant notre ère, au moment où le Proche-Orient se développe, obligeant ainsi les rois d'Égypte à déplacer leur capitale de Thèbes, où le culte du dieu Amon est très important, jusqu'au delta du Nil. Afin d'éviter que les prêtres d'Amon ne prennent trop de pouvoir à Thèbes, les rois envoient une femme de la famille royale, généralement une sœur ou une nièce,
pour occuper le rôle de divine adoratrice. En plus de représenter le souverain auprès d'Amon, elles permettent donc de limiter les ambitions du clergé local. Champollion était un des plus grands découvreurs de son temps, et s'il apportait énormément à la communauté scientifique, il aurait pu en faire beaucoup plus si, au bout du rouleau, après tant d'années à avoir promu la culture égyptienne, il n'était pas mort en 1832 à l'âge de 42 ans seulement. Et bien voilà les amis, c'est presque fini, puisque j'ai tourné un second épisode en ces lieux qui sera disponible sur la chaîne YouTube du Louvre directement. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Louvre, qui a été très loin de n'avoir été qu'un musée, eh bien, je vous invite à aller y faire un petit tour. Pour les curieux, sachez que cet épisode a été réalisé pour le compte du Louvre sur la chaîne Nota Bene et qu'ils ont été absolument aux petits oignons avec moi. La preuve sur la chaîne Bonus où vous pourrez retrouver des entretiens de conservateurs qui m'ont aidé pour l'écriture de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas, à partager l'épisode si effectivement ça vous a plu, puisque moi ça m'a demandé énormément de boulot et que je suis plutôt content du résultat. Et puis surtout, dites-moi dans les commentaires si des partenariats comme ça avec des institutions, eh bien ça vous plaît, si vous avez envie que j'en refasse. En tout cas, moi j'ai bien kiffé me balader comme ça tout seul dans le Louvre. J'ai bien profité. Donc je vous dis à la prochaine.